Alors, le livre que nous venons de publier, Elena Mouziani et moi-même, s'inscrit dans un programme de recherche intitulé Nation, Europe, deux mémoires en parallèle. C'est un programme qui a associé donc le label de Paris 10 Nanterre, l'Université de Bologne et plus récemment les archives de l'Europe à Florence. Il est composé de trois volets, trois colloques. Le second colloque, qui sera édité aussi, s'appelle L'Europe, une autre nation. C'est une interrogation sur la faiblesse de la mémoire de l'Europe face à la mémoire des nations. Et enfin, nous avons un troisième colloque qui sera également édité, qui s'est tenu à Florence et dont le titre est Du Grand Tour à Erasmus, l'Europe au bout du voyage. Alors la question posée par Jean-Pierre Chevènement, les nations sont-elles condamnées à disparaître, est une sorte de fil rouge qui a guidé la réflexion, les interventions des collègues qui ont participé à l'ouvrage. Pour ce qui me concerne, je pense que l'analyse est probablement prématurée ou un peu hâtive. Ce qui est certain, nous l'avons cherché à le montrer, c'est que les nations européennes sont en crise. Le premier aspect de la crise, c'est la représentation qu'on en donne, qui sont pour l'essentiel très négatives. La nation, c'est le protectionnisme, c'est le nationalisme, la xénophobie, et la mémoire de la nation en Europe se confond très souvent avec celle de la guerre. Et face à elle, l'Europe semble s'imposer comme un espace de la paix, l'espace de la démocratie, de la prospérité acquise ou le plus souvent promise. Mais je crois que la référence au nationalisme, à cette image négative, n'est pas une clé véritable pour comprendre la dimension et la nature de la crise de l'Europe à l'heure actuelle. En fait, la crise est l'expression d'un désarroi face à une Europe qui s'est convertie à partir des années 1990 à une direction néolibérale qui a provoqué le déclassement de toute une partie des sociétés européennes. Et pour cette Europe, la nation est un obstacle. Mais l'obstacle majeur n'est pas la nation issue du nationalisme, c'est une autre nation, je crois, qui est un obstacle à l'Europe néolibérale. C'est celle qui est née au cœur de la guerre, dans l'antifascisme, dans le sillage du rapport Beveridge, dans le programme du Conseil de la Résistance, et qui fait de la nation un cadre dans lequel la démocratie politique est intimement liée à une démocratie sociale, donc un État-nation protecteur face au risque de la pauvreté, de la maladie et de la vieillesse. Et cette nation, dont je viens de parler à l'instant, a une mémoire longue qui s'est construite au fil du XIXe siècle sur la base d'un État rationnel, sur l'apparition d'une culture de masse, une démocratisation progressive de la vie politique, l'idée d'émancipation, et aussi, ce qui est très important, elle s'est forgée sur la base d'une économie protégée par des frontières. C'est cette nation, du reste, qui, dans le XIXe siècle, a fait les révolutions européennes de 1830, de 1848, et dont la mémoire constitue encore une sorte de grand arrière des forces politiques de gauche en Europe. Alors je crois que c'est ce modèle qui est en crise, mais ça ne veut pas dire pour ça que l'idée de nation disparaisse, hein. La nation subit des métamorphoses qui ne présagent en rien de la disparition des identités nationales. Et ces métamorphoses prennent à l'échelle de l'Europe des visages très différents. On peut en distinguer très succinctement trois directions. Il y a bien sûr ces formes nouvelles du sentiment national qui se manifestent par la poussée de l'extrême droite, une extrême droite xénophobe, souvent raciste. Et ce qui est le plus clair à l'heure actuelle, c'est que ce phénomène est un phénomène largement européen, y compris en Allemagne, on vient de voir, puisque une extrême droite va rentrer au Bundestag avec une centaine de députés et une extrême droite qui revient sur la mémoire elle-même de la guerre. Mais je crois qu'il y a un autre processus qui est aussi visible, c'est la constitution d'une nation à travers un rassemblement des forces politiques d'un pays sur le modèle, je dirais, de la Grande Alliance allemande, qu'on retrouve du reste en Italie, à l'époque justement du gouvernement Renzi, qui parlait du parti de la nation, avant donc que cette expérience finalement n'échoue.
on retrouve également finalement cette idée en France, cette forme de rassemblement qui est une réponse en fait à l'échec de la social-démocratie des droites en Europe dans le ni à gauche ni à droite, qui est un slogan qui est utilisé donc face à l'impasse des partis traditionnels. Mais aussi bien dans les différents cas que je viens d'évoquer, ce sont des mémoires la plupart du temps fabriquées et dont le paradoxe est qu'elles ont pour vocation en fait de transmettre, de faire passer les politiques néolibérales avancées par l'Union européenne. Je crois enfin qu'il existe une troisième direction, une troisième forme, une autre version de politique de la nation en Europe qui fait référence tout simplement à une mémoire longue, beaucoup plus longue, qui est celle de la Révolution française et qui illustre d'une certaine manière la profondeur de cette mémoire qui est souvent oubliée par les médias. Une étude intéressante, du reste, vient de montrer que les scores les plus importants, par exemple de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ont été obtenus dans des régions où la résistance a été la plus intense. Donc, d'une certaine façon, c'est une des conclusions du livre que nous avons eu. Nous sommes loin d'en avoir fini avec l'idée d'une Europe des nations.